Bonjour, merci à vous de nous retrouver en ce lundi matin. Il est 8 h en Israël, 7 h en France et nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct. Nous parlerons de l'actualité du jour, bien sûr, mais nous nous attarderons aussi aujourd'hui sur deux personnalités. L'un dispose de l'art de la rhétorique et du franc-parler, l'autre de l'art d'allier les couleurs et transformer chaque élément du quotidien en une véritable œuvre d'art. Le premier, c'est Avigdor Lieberman, le ministre des Affaires étrangères israélien, qui vient de loin et qui, on le verra avec André Darmon, ira manifestement bien loin. Le second, c'est David Gerstein, un artiste israélien qui expose actuellement à Paris. Son nom vous est peut-être inconnu, mais ses œuvres n'ont sûrement plus aucun secret pour vous. Nous serons avec lui donc en seconde partie d'émission, mais je ne vous en dis pas plus. On jette d'abord un coup d'œil à l'actualité. On revient ensuite sur ce programme riche en découvertes. L'actualité, c'est la commission centrale électorale du Likoud qui a décidé à l'unanimité hier de tenir un autre vote aujourd'hui entre 11 h et 21 h et ce à la suite de graves perturbations dans le système informatique. Notez que le taux de participation aux primaires du Likoud est de 51,6% dans les bureaux de vote dans le pays. Les responsables du Likoud ont exprimé leur colère en raison des problèmes que le système informatique a rencontrés lors des primaires. Ce qui s'est passé aujourd'hui est un scandale. Le vote continue et plusieurs maires ont demandé de ne pas retirer les bannières des candidats. L'armée israélienne a confirmé hier que le djihad islamique a envoyé des messages SMS à des milliers de soldats réservistes au cours de l'opération Colonne de défense. La direction du renseignement militaire de l'armée israélienne a déclaré que le groupe terroriste a obtenu les numéros de téléphone après qu'ils aient été mis en ligne par un réserviste. Un mot également sur l'Égypte. Le président Mohamed Morsi a déclaré hier que les pouvoirs élargis qu'il s'était attribués étaient temporaire. Appelant à un dialogue démocratique, il s'est engagé à rencontrer aujourd'hui les membres du Haut Conseil de la magistrature. À Damanhour, au sud d'Alexandrie, des heurts ont éclaté entre militants islamistes et opposants au président qui tentaient depuis 3 jours de prendre d'assaut le siège du parti des frères musulmans. Un jeune islamiste a été tué. Notez par ailleurs des installations des services de sécurité égyptiens qui ont été la cible d'attentats à la bombe. Ils ont fait 3 blessés dans la péninsule du Sinaï. C'est ce qu'ont annoncé hier les autorités égyptiennes. Voilà donc pour l'actualité. André Darmon, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Ces derniers jours, quand vous veniez dans les studios de Guisen, c'était pour nous parler des tensions dans le sud, vous qui habitez Ashdod. Comment ça se passe ces derniers jours ? Écoutez, la vie a repris son cours. Bien heureusement, nous n'entendons plus c'est le sifflement morbide de ces roquettes et ces explosions. Donc il est évident que la vie a repris son cours et que les gens sont repartis travailler. Comme partout dans le pays, les enfants sont revenus dans les écoles. Il y avait effectivement un véritable soulagement, comme dans tout le reste du pays. Il est évident que la crainte de beaucoup, en tout cas dans le sud, c'est que le cessez-le-feu ne soit pas respecté et que de temps à autre, nous entendions encore ces sirènes revenir, retentir dans le pays et venir gêner cette vie qui a été mise un petit peu à l'écart pendant une semaine, donc cette fameuse semaine de... Alors justement, on reparle de cette dernière opération israélienne et de l'annonce du cessez-le-feu. Lors de cette annonce, il y avait Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense, Ehud Barak, et Avigdor Lieberman. Je vous propose de l'écouter, de le regarder lors de l'annonce du cessez-le-feu. On en reparle juste après. Il faut saluer l'attitude responsable de l'Égypte et son rôle dans cette crise. Nous remercions le président égyptien Mohamed Morsi face à une situation complexe. Malgré les critiques entendues sur sa capacité à ramener le calme, le président Morsi a pris des décisions responsables et rationnelles. Alors, il est apparu ici plus modéré que jamais, loin des esclandres verbales auxquelles il nous avait habitués par le passé. Est-ce qu'on est en présence d'un nouveau Lieberman ? Écoutez, oui, on est en présence d'un nouveau Lieberman et j'allais dire que la jonction des deux partis, donc le Likoud et le Israël Beiteinu, il y a quelques semaines, afin de présenter une liste jointe donc pour les prochaines élections législatives, a fait de fait
d'Avigdor Lieberman, à mon avis, le successeur de Bibi Netanyahou. Bien évidemment, pas pour ces élections, puisque Bibi est le numéro 1 de cette liste et Avigdor Lieberman. Mais je dis de fait, presque de juré même, Avigdor Lieberman sera certainement le patron de cette future liste dans 4 ans ou dans 5 ans. Et donc pour vous, Avigdor Lieberman, c'est le prochain Premier ministre israélien? Il me semble qu'à moins d'une émergence, parce qu'on l'a vu à travers les manifestations sociales, on a vu un petit peu le retour de la gauche, et de Heli Khamovitch et de Avoda, qui étaient complètement noyés dans les sondages et qui miraculeusement s'en sont sortis parce qu'il y a une véritable révolution sociale qui couvre en Israël depuis 2 ans. À moins j'allais dire, d'une explosion de cette gauche, je vois mal comment la droite et l'extrême droite, sous la direction de Lieberman, dans 4 ans, ne pourraient pas prendre le pouvoir et prendre la direction du pays. Mais qu'est-ce qui intéresse chez ce personnage ? On sait qu'il a beaucoup évolué ces dernières années. Quelle a été son évolution? Qu'est-ce qui fait que maintenant il est plus modéré? Je vous pose plusieurs questions en une, mais qu'est-ce qui a abouti à sa personnalité d'aujourd'hui, plus modérée? On pourrait poser la question d'une manière différente. Qu'est-ce qui a fait qu'Ariel Sharon, qui était connu comme le plus grand des faucons, a un jour décidé d'évacuer Gaza et le Gush Katif? C'est le pragmatisme, la réelle politique, le fait peut-être de comprendre qu'on est dans un monde multiforme où les décisions ne se prennent pas forcément là où on les vit, et que demain, l'attitude qui a toujours été extrême, on peut dire extrême pour ne pas dire extrémiste, d'Avigdor Lieberman, ne peut pas trouver sa place dans un monde où les Américains sont là, où une nouvelle direction égyptienne est là, où les pressions sont permanentes et où on ne peut pas évidemment faire accepter une politique telle qu'il l'a préconisée il y a quelques années, qui était extrêmement proche de celle de Moledet, celle du regretté Rehavam Ze'evi, c'est-à-dire le transfert des Palestiniens en Jordanie. Ce sont des idées qui ont été complètement abandonnées, et le pragmatisme politique, la réelle politique, et le fait aussi d'arriver aux affaires, pour pouvoir, il faut voir qu'Avigdor Lieberman, si on faisait un petit panorama des réceptions d'ambassadeurs, de ministres, de premiers ministres ces dernières années, on ne le voyait pas beaucoup les recevoir. C'était plutôt soit Barak, soit Bibi Netanyahou. Et aujourd'hui, c'est Avigdor Lieberman qui les reçoit, ce qui fait qu'il a déjà préparé, à mon avis, depuis quelques mois, son entrée en scène sur la grande scène internationale. Il reçoit tous les grands de ce monde, et je crois qu'il se prépare à sa destinée. Donc, c'est simplement, selon moi, c'est le pragmatisme politique et le fait qu'un jour ou l'autre, c'est lui qui présidera aux destinées de l'État d'Israël. Alors, depuis 1990, en 2009 aussi, on a observé un changement à 180 degrés dans le contenu de son discours, mais aussi dans son style, dans le langage qu'il emprunte. Est-ce qu'on peut envisager Lieberman se prononcer en faveur de 2 États pour 2 peuples, la formule largement reprise? Comme je vous l'ai dit, pour Ariel Sharon et pour d'autres, il y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et on a vu Ariel Sharon et bien d'autres, et Bibi Netanyahou, totalement opposés à un État palestinien et revenir un petit peu sur leur ligne politique. Aujourd'hui, dans quelques jours, il y a de fortes chances que l'État palestinien soit reconnu comme membre observateur de l'ONU. Donc je crois qu'on est bien malgré nous dans le cours de l'histoire. Tous les peuples, si on se réfère aux 30, 40, 50, 60 dernières années, et Israël en fait partie, ont accédé un jour ou l'autre à l'indépendance. Et même si aujourd'hui une partie de cet État palestinien, pour ne pas dire les 3/4, est un État terroriste, et dont les gouvernants, il faut le rappeler, le Hamas est reconnu comme une organisation terroriste, mais dont la guerre qui vient de s'écouler va peut-être lui donner une légitimation nouvelle, fait que donc ce courant de l'histoire va faire en sorte que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, on sera face à un État palestinien, j'allais dire presque incontournable, et ce pragmatisme dont je parlais pour Avigdor Lieberman fera en sorte qu'il sera de facto, de fait, obligé, même si aujourd'hui il n'assistera pas à cette assemblée extraordinaire de l'ONU pour montrer son mécontentement, mais il acceptera, comme le peuple israélien, l'émergence d'un État palestinien, ce qui ne peut pas être une mauvaise chose pour l'État hébreu, tout le monde le sait. Il vaut mieux avoir un État
structuré, un État entre guillemets démocratique, un État avec j'allais dire, des ministres, de vrais ministres, des instances avec qui... De vraies instances, c'est le terme, de vraies instances, contre lesquelles on peut se retourner, même si ce sont des instances militaires. Alors, vous êtes le rédacteur en chef d'un grand magazine particulièrement apprécié de la communauté francophone, Israël Magazine. Est-ce qu'on peut parler un instant de justement ces nouveaux immigrants, et en particulier les Français? Ceux qui viennent en Israël perçoivent Lieberman, Israël Beitenu, son parti, comme un leader non contesté. Selon vous, pourquoi ? Alors, un leader non contesté, certainement au sein de son parti, c'est vrai qu'il apparaît aujourd'hui pour beaucoup de francophones, et Dieu seul sait, je suis là depuis 24 ans, et à travers mes précédentes fonctions au sein de l'Alia et de la Clita, donc j'ai vu passer énormément, et pour ne pas dire des milliers de Français, et il est évident que j'allais dire, la culture sioniste des francophones, la culture de cet amour pour Israël qui est peut-être, je ne dis pas bien évidemment bien plus fort que ceux des Tsabarim ici, mais qui est sans limite, a fait que ces francophones sont devenus, j'allais dire, ne permettent aucune concession sur les frontières israéliennes. Ils ont vu comme une tragédie la sortie du Gush Katif et de Gaza. Ils verraient comme une autre tragédie. Dieu seul sait combien de francophones vivent aujourd'hui dans les territoires de Judée-Samarie. Ils verraient comme une autre trahison, comme une autre tragédie, j'allais dire, la sortie du statu quo en Judée-Samarie. Et il est évident que la mort de certains, ou la mort en tout cas la disparition de certains partis comme Moledet, comme Kahana, etc., a permis le rapprochement de ces francophones israéliens avec Israël Beitenu, etc. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des départements francophones au sein de ce parti et au sein d'autres partis. Et il est évident, néanmoins, que certaines aspirations d'Israël Beitenu en matière civile, en matière de mariage civil et d'autres, ne peuvent pas évidemment plaire à tous ces francophones israéliens qui, pour la plupart, comme je vous le disais, sont sionistes, mais sont aussi souvent très religieux et religieux. Donc il y a sur le... Et qui iront vers les branches plus religieuses des autres partis. Qui iront certainement à un moment donné vers les branches religieuses. Donc certainement, aujourd'hui, et on l'a senti d'ailleurs dans vos reportages, que beaucoup de Français, de francophones israéliens, ne se contentaient plus de la ligne de Bibi Netanyahou, du Likoud, etc., qui lui paraissent s'être recentrés un peu comme celui de Kadima. Et ils vont aller plus certainement, en tout cas pour les francophones, vers Israël Beitenu, vers Avigdor Lieberman. Alors ceux-là, ces immigrants, ces nouveaux immigrants dont vous parlez, est-ce qu'ils viennent avec un a priori depuis la France quand ils ont émigré depuis peu en Israël? Est-ce que depuis la France, ils sont favorables à cette personnalité que représente Avigdor Lieberman, ou est-ce que c'est en arrivant en Israël qu'ils trouvent un nouvel amour pour celui qui est aussi immigrant? Écoutez, Internet, la télévision, donc tous les médias permettaient déjà aux Français, aux Belges, aux Canadiens, aux Suisses, donc tous ces Juifs qui ont fait leur lien par la suite, de savoir quelle était la véritable personnalité d'Avigdor Lieberman. Il faut rappeler que pendant le premier mandat de Bibi Netanyahou, c'était son directeur de cabinet, donc on connaît l'histoire, j'allais dire, de ces deux comparses. C'est pas une histoire que l'on découvre il y a quelques semaines. Ils se connaissent et s'apprécient depuis de très très longues années. Quant à la personnalité d'Avigdor Lieberman, ce n'est pas une découverte pour les francophones israéliens. C'est peut-être la personne aujourd'hui qui catalyse beaucoup plus, le mieux possible, les aspirations des francophones israéliens quant à avoir des frontières défendables, des frontières sûres, des frontières qu'on ne bouge pas, et surtout maintenir, j'allais dire, ce qu'il reste de ce petit grand Israël qui était Israël avec la bande de Gaza. Donc le maintenir avec une Judée de Samarie qui ne sera pas éclatée, qui ne sera pas parcellisée comme beaucoup le voudraient aujourd'hui. Donc un leader fort pour conserver l'État d'Israël et le maintenir aussi fort et puissant que possible. Merci André Darmon de vos analyses et de vos explications. Je rappelle que vous êtes journaliste, rédacteur en chef d'Israël Magazine. Une dernière question avant qu'on se quitte. Est-ce que vous vous déplacez parfois en vélo ? Non, mais j'ai vu votre reportage, je vais peut-être y songer parce que ça a l'air déjà pas cher, ça a l'air extrêmement économique et je pense que, déjà, je pensais à un vélo électrique, mais pourquoi pas cette solution? Alors, je vous